Il existe en Europe un tout petit pays recouvert de forêts, dont la nature constitue l'une des richesses majeures, la Slovénie. De par son attachement à son environnement et grâce à son incroyable biodiversité, cette nation est devenue un modèle mondial de l'écotourisme. Elle abrite d'ailleurs l'une des dernières forêts primaires préservées de l'impact des hommes. Ce territoire est le théâtre d'une relation unique entre ses habitants et leur environnement. Ici, hommes et ours cohabitent depuis toujours et entretiennent des liens étroits et complexes. En Slovénie, cette coexistence millénaire entre les hommes et la vie sauvage marque de son empreinte profonde l'histoire, la culture et le folklore du pays. Nichée entre l'Italie, la Croatie et l'Autriche, la Slovénie, à peine discernable sur une carte, présente pourtant de nombreux atouts. Malgré un petit territoire et une présence humaine importante, plus d'1 millier d'ours y vivent, soit une densité 20 fois supérieure à la plupart de ses voisins européens. Au cœur de l'hiver, les forêts slovènes plongent dans le silence et le froid. La neige qui tombe à gros flocons recouvre les paysages de son épais manteau. La nourriture se fait de plus en plus rare. Parfois, les doux rayons du soleil donnent vie à quelques rares brindilles qui régalent les chevreuils. L'ours, quant à lui, malgré son épaisse fourrure, préfère se calfeutrer au chaud dans sa tanière. Sous un amas de rochers ou sous des racines d'arbres centenaires, ces abris lui offrent une protection idéale. Son métabolisme ralentit et sa chaleur corporelle diminue. Toutefois, il reste attentif aux bruits extérieurs et n'hésite pas à sortir régulièrement pour se nourrir. En dépit de son image de prédateur, l'ours est par-dessus tout un animal omnivore. La présence d'une rivière est une aubaine pour ce gros mâle qui trouve sur ses berges de l'herbe fraîche dont il peut se délecter. Non loin de là, alors que l'hiver touche à sa fin, la petite ville de Ptuj se prépare à célébrer l'une des plus grandes fêtes traditionnelles du pays. Ses rues, encore enneigées, vont bientôt se remplir de milliers de personnes. Personnage central dans le folklore local, le kurent, créature mi-homme, mi-animal, symbolise le lien entre l'homme et la nature. L'ours est de toutes les histoires et légendes. Cette fête symbolise la fin de son hibernation. Les kurent, couverts de cloches, chassent le froid hivernal dans un vacarme tonitruant afin de ramener le printemps. On retrouve plusieurs catégories de masques représentant chacun un animal. Sanglier, loup, ours. Inscrite au patrimoine culturel de l'UNESCO, cette fête est la démonstration du lien ancestral et affectif que les Slovènes entretiennent avec la nature. Dans la chaleur de son atelier,
Branco confectionne des masques traditionnels destinés à la préservation du folklore depuis plus de 40 ans. Pour célébrer la vie et la nature, il utilise toutes sortes de matériaux provenant de la forêt. Les gens sont habillés avec des costumes fabriqués à base d'écorce de tilleul. Il faut les étaler au soleil durant au moins 1 an pour qu'elles sèchent bien, et ensuite seulement, on peut les attacher ainsi. On dirait de la paille, mais ce sont des tilleuls. Il y a plusieurs masques réalisés de cette façon, avec une attache au niveau de la bouche. Ici, la bouche et la mâchoire peuvent bouger comme ça. Celui-ci a un fouet, des bas en peau de renard. Au niveau de la bouche, il y a des défenses de sanglier. Et là, il y a des bocs de châtaigne sur le chapeau. Le carnaval de Ptuj puise ses origines dans le paganisme slave, qui célèbre la fécondité et la vie qui renaît à l'arrivée du printemps. Ce masque pèse 8,5 kg, sans compter les 14 kg de cloches. Nous y participons car il rassemble nos anciennes traditions populaires. Ces costumes sont le symbole de notre histoire et de notre culture. Que les carnavals soient festifs, c'est bien, mais c'est aussi important de faire vivre les anciennes traditions. Beaucoup de personnes qui portent ces masques durant le carnaval sont des amoureux de la nature et des animaux. Tout provient de la nature. Sans elle, nous ne sommes plus rien. Alors que la fête prend fin et que le printemps arrive, pour l'ours, c'est l'heure de la fin du repos hivernal. Il est grand temps de reprendre un rythme de vie normal et bien plus actif. Les cerfs ne sont pas inquiétés par les ours affamés qui préfèrent garder leur force pour glaner quelques jeunes pousses. Goutte après goutte, les fontes des neiges se transforment en torrents tumultueux. Ces eaux indomptables et préservées ont creusé la roche durant des millénaires jusqu'à façonner tout un ensemble de cavités appelées karstes, devenues un refuge pour la vie sauvage. Émaillée de cascades, de rapides et de gorges étroites taillées dans la roche, la Soča, la rivière émeraude, est considérée comme l'une des plus belles rivières d'Europe. La Slovénie offre au monde sauvage un abri naturel et verdoyant, loin du regard des hommes. Figurant au patrimoine mondial de l'UNESCO, les forêts de hêtres et de conifères recouvrent depuis plus de 12 000 ans ces terres. Elles font ainsi partie des plus vieilles forêts du continent européen, ce qui fait de cette partie du pays un habitat idéal pour l'ours. Ce jeune ours, âgé d'à peine 2 ans, sort de sa première hivernation. Il s'enfonce seul au cœur de la forêt, à la recherche de nourriture. C'est une période critique pour lui, car après 6 mois de jeûne hivernal, il a perdu près du quart de son poids. Alors qu'au début du printemps, les fruits et autres baies sauvages ne sont encore que des bourgeons. Faute d'autres nourritures disponibles à cette époque de l'année,
l'adolescent doit se contenter de jeunes pousses et d'insectes pour apaiser sa faim. Doté d'une mauvaise vision et sans la protection de sa mère, le jeune avance prudemment. Craintif, au moindre bruit ou odeurs inhabituelles, il préfère détaler comme un lapin. Parcourant régulièrement ces forêts primaires à la recherche d'indicateurs de la présence du plantigrade, Mira Krofel, spécialiste des grands prédateurs européens, étudie la gestion et la conservation de l'ours brun en Europe. Ici, l'ours est surtout présent dans le sud du pays. Au XIXe siècle, ils ont été abattus sur la majorité du territoire européen. Sauf qu'en Slovénie, les terres du sud sont moins propices à l'agriculture de par leur nature karstique. Donc les hommes y sont moins présents et ont laissé la place à l'ours. Ce n'est que plus tard qu'on s'est rendu compte de l'importance de l'ours. Depuis, des mesures de conservation ont été mises en place afin de le protéger. Ces dernières années, nous avons pu constater l'importance de ce qu'il nous apporte. Si on ne voit les choses que d'un point de vue économique, les gains liés à l'ours sont plus importants que les dégâts qu'il cause. En contrebas, dans cette cavité, c'est un antre d'ours. Allons voir s'il est habité. En surplombant cette dépression, l'ours peut dormir confiant durant la journée. Il peut s'y reposer au calme. Le karst dinarique procure de nombreuses cavités de ce genre. Ça lui permet de se cacher des hommes. Chaque ours a son type d'emplacement privilégié pour dormir le jour, mais en général, ils choisissent un lieu retiré, qui permet de guetter du coin de l'œil les alentours, au cas où un danger arriverait. Il y a encore des poils d'ours à l'intérieur. Cet hiver, c'était occupé. Tous les ans, il y a un ours dans cette tanière. En général, il n'hiverne pas dans la même grotte d'une année sur l'autre. Il préfère en changer. Il va faire une sorte de nid à l'intérieur avec des feuilles, de la mousse ou tout ce qu'il peut trouver. Il dépose tout ça sur le sol pour y faire son lit. La plupart du temps, on se représente l'ours dans de grandes tanières, alors qu'en fait, les petites entrées sont idéales pour lui, car les petites ouvertures permettent de mieux garder la chaleur durant l'hiver. C'est capital de comprendre ces espèces pour pouvoir envisager de s'en occuper efficacement, pour que d'une part elles puissent survivre et que d'autre part elles ne puissent pas causer de difficultés à l'homme par la suite. Les relations entre les ours et les éleveurs ont toujours été très positives. Les éleveurs voient l'ours comme un élément essentiel de la nature, de leur patrimoine environnemental, sans compter qu'il peut aussi rapporter quelques gains pour ces petits agriculteurs. C'est un atout touristique non négligeable qui rapporte directement quelques bénéfices pour les bergers et leurs familles. Depuis toujours, les éleveurs slovènes ont appris à vivre avec la nature et à cohabiter avec les ours. Au milieu des forêts de Kočevje s'étendent des grandes prairies herbeuses de la ferme familiale des Seneković. Ces grands espaces de plusieurs hectares sont entourés d'immenses forêts qui abritent de nombreux animaux sauvages. Andrej, éleveur à Kači Potok, exploite ces terres familiales depuis plus de 30 ans. Il possède un cheptel d'environ 200 bêtes, composé de vaches et de moutons, qu'il laisse paître librement sur son domaine. Alors que ses chiens de berger surveillent patiemment les allées et venues dans la ferme, Andrej s'affaire dans la grange. Amoureux des bêtes, Andrej est passionné par son métier. Il reproduit chaque jour les mêmes gestes dévoués afin de prendre soin de son bétail. Son but est de produire une agriculture durable et raisonnée, en accord avec la nature. Ici, en Slovénie, sur 52 000 hectares, nous avons 1200 ours. C'est prouvé par les chercheurs.
Mais nous, les paysans, on savait déjà qu'il y en avait autant. Quand on se promène, on voit des ours adultes et puis des jeunes. On les voit facilement, il suffit juste de se balader. Les ours ont déjà atteint l'Autriche et l'Italie. Mais là-bas, c'est une autre histoire. Ils ne survivent même pas une semaine, ils les abattent. Ici, c'est l'ours qui nous pose le moins de problèmes. De tous les prédateurs, c'est lui qui cause le moins de soucis. Les attaques les plus fréquentes sur les troupeaux sont causées par les loups et les corbeaux. C'est vrai qu'avec l'ours, on n'a pas de problème. Les corbeaux, par contre, si t'es pas rapide, quand les brebis mettent bas avant que la mère nettoie les petits et s'il fait plus de 30 degrés, ils les sentent à 3-4 km. Et ils peuvent manger le premier-né en 2 minutes. On voit très précisément la différence lors d'une attaque. Le loup mord à la gorge, il égorge, alors que l'ours frappe avec sa patte et abat. L'ours déchire tout. Le loup s'en prend d'abord à la panse. Il mange tout à l'intérieur et laisse les os. Puis il en tue un autre. En 10 ans, nous n'avons eu qu'un seul accident avec le loup. Un veau mordu à la gorge. Un seul cas en 10 ans. Avec l'ours, en 15 ans, on n'a eu qu'un ou 2 cas. Ce n'est pas pareil. On le voit souvent marcher tranquillement entre les vaches. Avec les ours, les attaques restent rares, car ils ont bien assez de nourriture dans la nature. Mais ça peut arriver que les ours manquent de nourriture, et là, ça pose problème. Ça arrive parfois quand les jeunes sont encore avec leur mère et qu'elle doit se nourrir pour survivre. C'est là qu'elle peut parfois s'attaquer aux moutons, par exemple. Dans cette région où la forêt empiète souvent sur les prairies, les frontières entre monde sauvage et monde des hommes s'estompent progressivement. Au petit matin, le frère d'Andrei, Franz, s'efforce donc de reconquérir un peu de terrain sur les bois. Les terres de son aîné ont besoin de plus de zones de pâturage. Il faut couper les ronces qui envahissent rapidement les bandes herbeuses. Autrefois ici, c'était des pâturages. Les vaches venaient y paître, mais la forêt a tout repris. Je dois faucher à la main car la machine ne peut pas passer jusqu'ici. Elle s'arrête là et l'herbe s'assèche. Les ronces poussent et les vaches ne peuvent plus paître. C'est pour ça qu'il faut faucher tout ça. Ça, c'est des ronces. Ça, c'est de la bonne nourriture pour les ours, mais pas pour les vaches. C'est de l'herbe pour le bétail. Tu vois, ici, on a des marguerites, des fleurs de toutes sortes. Là, tu vois, on a des luzernes. Ici, tout pousse. Ce n'est pas une culture chic. L'ours, je le vois de temps en temps, il me regarde et poursuit son chemin. Ce n'est pas un obstacle ici. Les moutons passent toute la nuit dans l'étable. Au matin, on les sort dehors et on n'a pas de problème ni avec les ours ni avec les loups. Les problèmes viennent plutôt des sangliers, des biches et des cerfs. Ils viennent tous les jours manger la bonne luzerne et ils piétinent et abîment le pâturage. Sous ces airs de grand gaillard, Franz ne sort jamais sans ses petits pinchers. J'ai un chien de garde. Chico, viens ici. Viens ici. Tu vois, c'est ce chien qui me protège de l'ours. Cette année, j'ai rencontré l'ours 5 fois, en allant cueillir des champignons tôt le matin. Mais je les vois toujours de loin, jamais à proximité. L'ours marchait là-bas, et je l'ai vu par hasard, là-haut, mais toujours de loin. L'ours pue, mais nous aussi on pue. Il sent notre odeur en premier, mais nous le sentons aussi. Et puis chacun continue sa route. La plupart du temps, il a déjà repéré ton odeur sur des kilomètres, alors que toi, tu ne l'as même pas aperçu. C'est difficile de l'apercevoir. Quand tu vois un ours, c'est comme si tu gagnais au loto. C'est la première fois que le jeune ours se nourrit seul.
Grâce à sa truffe, encore inexpérimentée mais puissante, il apprend à reconnaître une multitude d'odeurs. C'est son super odorat qui l'attire dans les champs qui entourent les villages. Mais comme à cette époque de l'année, les fruits ne sont pas encore mûrs. Il ne trouve que de l'herbe et quelques insectes pour apaiser son grand appétit. En cette saison, les Slovènes aiment fleurir leurs jardins et entretenir leurs potagers. C'est durant les périodes difficiles qu'ils ont appris à se débrouiller avec ce que leur offre la nature. Habitués à la présence du plantigrade, ils ne sont pas inquiets de le savoir à proximité et continuent tranquillement leurs activités dans le potager. Cependant, pour éviter les visites impromptues et envahissantes, les habitants améliorent leurs équipements de protection et clôturent leurs jardins pour décourager les ours les plus téméraires. Malgré toutes ces protections, cet adolescent curieux est irrésistiblement attiré par les jeunes légumes, les restes de nourriture et les ruches d'abeilles qui sont un mets de choix pour lui. Les membres de la famille Žnidarčić sont apiculteurs depuis plus de 100 ans. La grande diversité des essences d'arbres et les eaux claires de la région confèrent à leur miel une saveur incomparable. Vladimir travaille encore à l'ancienne. Il surveille chaque jour le bon état de ses ruches et la santé de ses abeilles. Lorsqu'il extrait le miel, il reproduit les gestes millénaires que lui ont transmis ses ancêtres. À quelques battements d'ailes de là, Daria, sa jeune cousine, a repris le rucher familial. Comme les apiculteurs établissent leurs ruches en pleine nature, ils ont dû apprendre à vivre avec l'ours pour partager le même territoire. Nous bénéficions d'excellentes conditions pour l'apiculture en Slovénie. Ici, vous voyez, il y a beaucoup d'acacias et beaucoup de tilleuls en fleurs. Les Slovènes ont une longue histoire avec les abeilles et nous continuons de perpétuer cette très ancienne tradition apicole. Il y a beaucoup d'apiculteurs professionnels, mais il y a aussi de nombreuses personnes qui ont des ruches juste pour le plaisir. Nous ne nous sommes pas installés ici par hasard, et cela a été fait avec une certaine forme de sagesse. Ici, les abeilles s'envolent à vide et partent polliniser les fleurs sur les hauteurs. Puis reviennent les pattes chargées de pollen. C'est pour ça que c'est bien de placer les ruches dans des vallées, car les abeilles se fatiguent moins pendant leur trajet. Nous empiétons d'année en année sur le territoire des ours, et des ours, il y en a de plus en plus. C'est comme ça, nous nous sommes habitués. L'étape et les dégâts, à la condition de prouver que nous avions protégé nos ruches. Afin d'éviter les attaques d'ours sur les ruches, les apiculteurs ont été obligés de se prémunir en installant des fils électriques pour les éloigner. J'ai lu aussi qu'autrefois, certains apiculteurs utilisaient des chaînes pointues autour des troncs afin de piéger l'ours. Mais c'était une pratique illégale pour protéger les ruches. Je viens voir mes ruches régulièrement, environ tous les 10 ou 14 jours, pour voir si les abeilles ont produit du miel. Je vérifie aussi qu'elles vivent dans de bonnes conditions et je surveille qu'il n'y ait pas de début d'essaimage dans la ruche. Pour avoir du bon miel, il faut également vérifier que la colonie se porte bien et dispose des meilleures conditions possibles. Là, je viens de retirer la reine. Ici, vous voyez, c'est une ruche que je surveille un peu moins. J'ouvre juste et je regarde si la colonie est tranquille.
La reine a déjà fait une ponte il y a quelque temps, mais cela fait un moment qu'elle ne pond plus. Là, ce que l'on voit, c'est une vieille ponte. Je vérifie toujours qu'il y ait assez de nourriture et je fais attention aussi que les rayons de chaque ruche soient en bon état. Dans notre pays, l'ours appelé Medved tire son nom de Med, le miel, et Yed, le voleur. Medved est ensuite devenu Medved. C'est intéressant de noter qu'on l'accuse tous de voler du miel, alors qu'en fait, il est plus intéressé par les protéines que procure le couvain des ruches. À la ferme d'Andreï, les prairies se sont couvertes de fleurs, la nature est en pleine effervescence et la vie s'éveille dans chacun de ses recoins. Le vol d'hirondelles qui passe au-dessus de la ferme annonce le début de l'été. À la tombée du jour, aidé de son chien, un berger du karst, Andreï rentre ses moutons à l'étable pour les protéger des prédateurs nocturnes. La nuit, on ferme à cause des ours, des loups et des autres prédateurs. S'ils passent la nuit dehors, mes animaux peuvent ne plus être là le matin suivant. On a environ 100 moutons qu'on laisse librement paître dans les champs, mais je les rentre tous les soirs. Lorsque tu as des bêtes, il faut les avoir à l'œil, il faut les surveiller, car si tu ne les gardes pas, elles peuvent disparaître. En Slovénie, l'État a mis en place des mesures de protection des troupeaux très strictes. Posséder un berger du karst en fait partie. Avec son épaisse fourrure, il est indispensable pour la vie à la ferme. J'ai 4 chiens. Je n'en avais que 2 autrefois. Mais maintenant, j'ai voulu doubler la garde. C'est au cas où des prédateurs viendraient la nuit. Vous avez vu? Ils surveillent. Au moindre problème, on intervient avec les chiens. C'est pour ça qu'il faut en avoir un puissant. C'est une race qui existe depuis longtemps pour la garde des troupeaux. Afin de recevoir les aides de l'État, les éleveurs ont l'obligation d'installer une clôture électrique lorsque les bêtes dorment à l'extérieur des bâtiments. Sur tout cet endroit, on a installé des clôtures tout autour. L'ours est venu tout saccager ici 2-3 fois. Et depuis, on a décidé de tout fermer. C'était une oursonne avec des petits. Cela doit faire 20 ans qu'ils sont venus. Mais depuis, il n'y a plus aucun problème. J'ai installé 400 mètres de grillage environ, sur 2 mètres de haut pour que les bêtes pâturent dehors. Si tu ne mets pas toutes ces protections, l'État ne te rembourse pas en cas de dommage. Et j'ai encore 500 mètres de ce type de clôture électrique à déployer. C'est plus simple avec les vaches, car elles se surveillent elles-mêmes. Grâce à ces mesures, les pertes des bergers sont devenues minimes. Avec 1000 ours sur l'ensemble du pays, on compte moins de 0,1% de moutons tués par an sur les 130 000 ovins présents en Slovénie. Un chiffre dérisoire face à la population d'ours présente sur le territoire. Ici, nous vivons proche de la nature. Nous avons une ferme écologique. Dans cette exploitation, on ne plante rien d'artificiel. Nous semons seulement ce qui provient de la terre et nous prenons ce qu'elle nous offre. C'est notre façon de vivre. Ce n'est pas du business. Enfin, c'est une sorte de business, mais c'est surtout un mode de vie. Nous, les paysans, nous ne sommes pas contre les animaux sauvages comme les gens le pensent. Au contraire, les animaux ont leur place ici.
En cette saison, le temps peut brusquement changer. De fortes pluies d'été inondent le lac de Tsernitsa. Grâce à son ouïe particulièrement sensible, l'ours est capable de distinguer des bruits faibles à plusieurs centaines de mètres. De simples gouttes d'eau sur les feuilles résonnent en lui comme un vacarme assourdissant, le forçant ainsi à rester caché au fond des bois. Mira suit les déplacements des ours. Les traces laissées lors de leur passage sont un bon indicateur de leur présence sur le territoire. Les ours sont des plantigrades, c'est-à-dire qu'ils marchent comme les hommes sur la plante du pied. Grâce aux empreintes laissées dans la boue, le scientifique peut facilement deviner l'âge et le sexe de l'ours qui a traversé ce chemin avant lui. On peut en savoir beaucoup sur les ours avec ces éléments. Ce qu'on utilise le plus comme mesure, c'est la largeur des coussinets des pattes avant. Ici, la trace fait environ 8 à 13 cm. D'après ce que j'observe, ce serait un mâle. Pour une femelle, 8 à 13 cm, c'est plutôt une grande empreinte. Oui, c'est vraisemblablement un mâle. Il n'a pas encore terminé sa croissance. C'est un mâle de taille moyenne, je pense. Là, c'est un ours plus petit, plus jeune que le précédent. Ici, il y a sa patte arrière. On peut se le représenter comme cela, comme un pied. Là, son talon, ses doigts, ses griffes. Sa patte avant est plus courte. On voit qu'il a marché dans cette direction. C'est un petit, celui-là aussi. Par commodité, le jeune ours préfère utiliser les chemins créés par l'homme pour se déplacer. Avec l'arrivée de l'été, il parcourt la forêt à la recherche de nourriture. Il est temps pour lui de passer d'un régime frugal à une alimentation plus variée. En cette saison, les forêts regorgent de ressources. Les parterres se couvrent de fraises des bois rougeoyantes. Les larves grossissent entre les écorces et les racines sont gorgées de vitamines. L'ours consomme principalement des végétaux comme les fruits charnus, les graines et les racines. Sa préférence se tourne ensuite vers les insectes, mais il ne rechigne pas à profiter de quelques charognes abandonnées par les loups. Là où l'ours est présent, il nettoie la forêt de ses cadavres, empêchant ainsi le développement de maladies. Ça, c'est une faine. C'est le fruit qui provient du hêtre. C'est probablement la nourriture que les ours consomment le plus dans nos forêts, car ce sont des fruits très nutritifs. En fonction des années, il peut y avoir beaucoup sur un arbre, et l'année d'après, presque rien. Là, on voit que ce sera une bonne année pour les hêtres. On remarque que quand il y a beaucoup de faine, il y a moins de problèmes entre les hommes et les ours, moins de conflits, moins de dégâts, tandis que les années où il y en a moins, ce sont celles où il y a le plus de conflits avec les ours. Cette année, les arbres ont beaucoup de fruits. Les ours vont rester dans la forêt plutôt que dans les villages. Le cœur de l'été est le moment de faire des réserves pour préparer l'hiver. L'ours peut consommer plusieurs kilos de nourriture et se déplacer sur de très longues distances, parfois des dizaines de kilomètres par jour.
Il constitue un intermédiaire indispensable dans la dispersion des graines de plusieurs espèces d'arbres et de buissons et joue un rôle majeur dans la diversification des forêts. Les graines englouties mais non digérées par l'ours poussent plus rapidement que celles qui tombent directement au sol. Il a donc un rôle écologique majeur. L'odorat de l'ours, plus puissant que celui du chien, lui permet de détecter une source de nourriture ou un danger à plus de 65 km de distance. Les mouvements de son nez l'aident à suivre la trace des odeurs avec précision pour localiser des morceaux de choix. Instinctivement, il met à profit la finesse de ses sens pour aller piller les réserves laissées par les écureuils. À quelques kilomètres de là, dans le village de Kotchevier, l'ours est devenu un véritable symbole. Depuis quelques années, de nombreuses sculptures à son effigie s'élèvent devant les maisons. On en retrouve de toutes formes et de toutes tailles. Mattia Kobola, artiste sculpteur d'ours, transforme les vieux arbres déracinés par les tempêtes en œuvres d'art. Il nous ouvre les portes de son atelier, jonché de pièces de bois brut et de sculptures en tout genre. Son attrait pour la nature et son affection pour les ours font de lui un personnage incontournable de la région. J'ai pensé qu'à Kotchevié, on n'avait pas de souvenirs concernant les ours. Je suis donc allé chercher des touffes de poils et d'autres choses en rapport avec eux. J'ai donc suivi leurs traces. Pendant 5 ans, j'ai cherché à développer ça, mais je n'avais aucun exemple sur lequel m'appuyer. En fait, je n'y arrivais pas. Et un jour, j'ai pu montrer ce que je faisais à un ami, qui est un peu artiste. Il m'a dit de corriger des choses, ça et là, et j'ai pu avancer comme ça. Ici, on est entouré d'ours. Il y en a beaucoup dans la forêt. Avant la guerre, il y avait 200, oui presque 200 villages et hameaux. Mais maintenant, il n'en reste plus que 63 le long de la route principale surtout. Vous devez vous représenter Kotchevié comme un œuf. La ville et les villages autour, c'est comme le jaune. Le reste, le blanc, c'est la forêt. J'aime bien ce genre de réalisation. J'ai toujours bien aimé faire ça, car tu as plus de liberté dans tes choix artistiques. C'est bien d'avoir quelqu'un avec qui apprendre. J'ai un ami ingénieur forestier qui connaît toute la forêt, et quand il vient, il peut m'expliquer exactement comment les choses fonctionnent dans la nature, car ça fait 40 ans qu'il l'arpente tous les jours. Par exemple, il m'a dit que c'est de cette façon que la mère prend ses petits contre elle. Quand l'ours sonne mes bas, les oursons sont aussi gros que mon poing, comme des chatons. Et la mère, en janvier, quand il n'y a plus de nourriture nulle part, elle tient son petit comme ça, contre son cœur. Elle le bouge comme ça, cœur contre cœur. Nous devons accepter les ours, car c'est nous qui sommes sur leur territoire, pas l'inverse. Quand on comprend ça, on comprend beaucoup de choses. Moi, j'aimerais bien faire comme les ours, manger l'été et passer mon temps à dormir l'hiver. Ils ne sont pas dangereux. L'ours t'entend de loin et il s'éloigne. Si tu le rencontres, quand tu es à pied et qu'il t'entend, il s'enfuit. Si tu le surprends, c'est normal qu'il réagisse autrement. Tu es sur son territoire et c'est pas lui qui est sur le tien. J'ai une cabane dans la montagne. Un jour, mon fils s'y est rendu et quand il a ouvert la cabane, l'ours a surgi. Mon fils m'a dit qu'il n'a jamais été aussi rapide pour descendre la colline que cette fois-là. L'ours, lui, il est resté là-haut. Ce n'est pas Red Bull qui donne des ailes, mais c'est l'ours. Une rencontre comme ça,
Ça te fait battre le cœur. Oui, ça te fait battre le cœur. Au fil des années, la chasse et la proximité avec l'homme ont modifié le comportement de l'ours, qui, grâce à ses sens très développés, a su rester un animal discret. Dorénavant, il sort avant la tombée de la nuit afin d'éviter les mauvaises rencontres. Au beau milieu de l'été, les animaux paissent sur les grands plateaux herbeux du mont Sejnik, qui fait partie du réseau européen Natura 2000, comme plus d'un tiers du territoire slovène. Ces nombreuses vallées sèches se transforment en une véritable aire de jeu pour les jeunes oursons. Certains n'hésitent pas à exécuter les acrobaties les plus périlleuses. Alors que leur mère, elle, reste toujours en alerte et à l'affût du moindre danger. Ça, c'est un arbre que les ours utilisent pour communiquer entre eux, principalement par l'odorat. Quand un ours arrive, il flaire et récolte ainsi des informations. Puis, il laisse son propre message. Il laisse parfois des traces de griffes et de morsures aussi. Le plus souvent, c'est un tronc de hêtre. Il utilise ses pattes arrière pour se lever et se frotter au tronc. Ce que nous connaissons de la communication des ours entre eux n'est pas très précis, ça reste à découvrir. Ce que nous savons, c'est qu'ils se reconnaissent tous entre eux. Chaque ours a sa propre marque odorante. Un ours sait reconnaître s'il a affaire à un mâle ou une femelle. Un mâle sait aussi si une femelle est prête pour un accouplement ou non. Il y a certainement beaucoup d'autres choses dans leur façon de communiquer, mais ça reste encore un mystère. On a remarqué que les mâles marquent souvent cet arbre, tandis que les femelles viennent seulement le renifler sans nécessairement y laisser leur empreinte. Comme pour récolter une information sur les différents ours qui fréquentent cet endroit. L'ours a un système social particulier qui n'est pas territorial à proprement parler. Ils utilisent ce genre d'arbre qui est une sorte de Facebook pour eux. Pour la femelle, l'important est de savoir quels mâles sont dans les parages, s'ils veulent s'accoupler ou si cela signale la présence d'un mâle étranger à son territoire, ce qui indique que les jeunes peuvent être en danger. Un mâle qui n'est pas le père des oursons pourrait tuer ses petits. Pour les femelles, ces informations sont très importantes, car elles leur permettent de savoir si elles doivent s'éloigner ou non de celui qui a laissé sa marque. La femelle est sur ses gardes,
À l'aide de son flair incomparable, elle hume les environs afin de savoir quels mâles sont dans les parages. À cette époque de l'année, ces derniers parcourent la forêt à la recherche d'une compagne, et certains d'entre eux peuvent se montrer dangereux pour ces jeunes oursons. Ainsi, il n'est pas rare qu'en période de rut, une femelle se retrouve blessée lors d'un combat pour évincer un prétendant trop insistant ou pour protéger ses petits. Cette mère déterminée garde encore les stigmates de ces affrontements passés. Insouciants, ces petits désormais à l'abri s'amusent à découvrir la nature qui les entoure. Pour Andrei, le travail à la ferme est indissociable de la cohabitation avec le monde sauvage. Il a appris à reconnaître le cri de détresse des oursons, appelé piouka, afin d'éviter une rencontre fortuite et risquée avec leur mère. Le petit de l'ourson appelle sa mère comme une biche. L'ourson fait ce bruit-là. Moi, des fois, j'en rencontre des ours. Ils se mettent là-bas, derrière la clôture. Et moi, j'entends le piouka des jeunes. Eux, ils pensaient que c'était leur mère qui était arrivée. Mais ils sont partis rapidement. L'année dernière, ils sont venus pour chercher des céréales à 400 mètres, de l'autre côté de la route. Ils faisaient le piouka dans un hêtre. Je n'avais pas fait 100 mètres et ils s'enfuyaient déjà. On va regarder ce qu'on voit dehors, s'il n'y a pas quelque chose de poilu. Le soir venu, c'est avec plaisir qu'Andrei observe ces terres aux jumelles, espérant croiser le plantigrade du regard avant la tombée de la nuit. Il y a quelque chose là. Franz, tu l'as vu? Viens voir. Tu vas voir là, sur le flanc de la colline, là où il y a un tilleul vert, en bas. Il va sortir. Attends quelques minutes. Il est dans les ronces là-bas? Oui, il faudra que tu penses à les couper. On voit l'ours de temps en temps par ici. La dernière fois que je l'ai vu, il marchait vers le haut de la colline. C'était une oursonne et 2 petits. En été, les pommes et les poires tombent là. On voit souvent les cerfs et les biches qui viennent ici les manger. Et parfois les ours viennent aussi les ramasser. Mais oui, l'ours sait bien quelles poires sont bonnes et celles qui ne valent rien. Il dévore toujours les meilleures. En écologie, l'ours est considéré comme une espèce parapluie. En bon jardinier de la forêt, il dissémine les graines qu'il ingère en parcourant son immense territoire, sans oublier d'enfiler parfois le rôle d'éboueur lorsque sur son chemin, il rencontre quelques charognes dont il débarrasse les bois. C'est ainsi qu'il protège et permet le développement d'une multitude d'espèces, animales et végétales. Les Slovènes, proches de la nature, l'ont bien compris. C'est une des raisons de leur attachement au plantigrade. Et aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si les ours réintroduits en Europe viennent de Slovénie, car ce petit pays a su s'imposer en modèle dans la gestion de son environnement.
qualité de son écotourisme et Ljubljana nommée capitale verte par l'Union européenne, la Slovénie a peut-être un temps d'avance sur les autres pays et a réussi une transition intelligente tournée vers un avenir toujours plus harmonieux entre les hommes et la nature sauvage. Comme de nombreuses générations avant lui, le jeune ours est ici le bienvenu. Il pourra ainsi continuer longtemps à arpenter les immenses forêts slovènes en toute sérénité. Sutra ćeš biti jači, sada samo spavaš, mesec te posmatra. Gde si, mali prijatelju, skriven u granama, i onako te vidim.